Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour le 78e épisode d'une semaine en comics, dans lequel on va donc parler des différentes sorties de cette semaine. Alors ça n'a pas été une énorme semaine niveau quantité, par contre, il y a certains titres sur lesquels il y a quand même pas mal de choses à dire, donc on va pas traîner et on va commencer tout de suite par mes achats de la semaine, et le premier, c'est le tome 3 de Dark Ride de Joshua Williamson et Andrei Bressan chez Delcourt. Troisième et dernier tome, et en ce qui me concerne, c'est plutôt une déception. J'ai vraiment bien aimé les deux premiers tomes, j'en ai parlé à plusieurs reprises sur la chaîne, et là, je trouve que le final est pas vraiment à la hauteur. Disons que les deux premiers tomes arrivaient quand même régulièrement à me surprendre, à aller à l'encontre de mes attentes sur ce titre. Et puis là, au contraire, sur le final, j'ai l'impression que Joshua Williamson, il livre un truc hyper prévisible dans son développement, avec même pas de révélation qui viendrait remettre en question ce qui a été mis en place précédemment, et en fait on a quelque chose d'assez routinier dans l'écriture. Et finalement, pour rester dans la métaphore du parc d'attractions, puisque c'est le thème de la série, Dark Ride, en fait, c'est un peu comme dans un grand 8, où pendant le parcours, t'as eu plein de moments forts, et puis là, t'as l'impression que le tour est terminé, et les wagonnets reviennent tranquillement à la gare, c'est fini, merci, au revoir. Alors du coup, je regrette pas le trajet, c'était bien vraiment sur plein de niveaux, mais cette fin, je la trouve pas satisfaisante. Alors je vais quand même me relire toute la série d'une traite. Je vais laisser passer quelques jours, et puis je vais m'y remettre. Possiblement j'en ferai une vidéo, on verra. Quoi qu'il en soit, ce dernier tome fait donc 112 pages, format deluxe 19 par 28 cm. La traduction est signée Enzo Pira, et il est au prix de 17,50 €. Mon autre achat de la semaine, c'est Beneath the Trees Where Nobody Sees de Patrick Horvat chez Ankama. C'est d'ailleurs un titre que j'ai failli rater. Je pense que sans la vigilance de quelques-uns d'entre vous, je serais passé à côté, au moins dans un premier temps, parce que c'est sorti chez un éditeur, donc Ankama, qui publie quasiment jamais de comics. Alors après, c'est vrai qu'une fois sur la table des libraires, c'est quand même difficile de passer à côté, parce que je trouve que la couve, elle fait vraiment le boulot. À la fois le côté pastel des couleurs des illustrations pour enfants, avec comme ça ces petites feuilles mortes jaune et rouge. Et puis au centre, on a donc cet ours avec une pelle dans une main et un sac ensanglanté dans l'autre, et tel quel, quand même, ça ressort vachement bien au milieu des autres nouveautés. Et puis, quand tu ouvres, ça débute comme un pastiche de livres pour enfants, avec ces animaux anthropomorphiques qui sont typiquement le genre de personnages qu'on rencontre dans les livres pour enfants, mais depuis le 19e siècle. Et puis, on a en fait cette petite ville bien tranquille qui s'appelle Woodbrook, où tout le monde se connaît, où tout le monde se salue, tout le monde s'entraide. Et en 5 pages, Patrick Horvat, il va poser son décor et poser tous les archétypes de ce genre de récits avec lesquels il va ensuite pouvoir s'amuser. Et puis, dès qu'on quitte ce petit village, l'ambiance change. Et on le voit assez clairement sur le visage de Samantha. Samantha, en fait, c'est l'ours qu'on suit depuis les premières pages, et qui est la narratrice de ce récit. Et là, on voit son visage qui, dès qu'elle a passé la sortie du village, son visage se ferme.
Et au passage, voilà, Patrick Horvat, il est vraiment très bon pour jouer sur les émotions de ses personnages, mais de manière très subtile. Voilà, ici, c'est un petit sourire qui disparaît et qui te change totalement l'ambiance du récit. Et on aura pas mal d'autres moments similaires par la suite, mais toujours comme ça, avec des modifications très légères des expressions des personnages. C'est fait tout en finesse, et je trouve que c'est assez parfait. Et donc, une fois arrivé en ville, clairement l'ambiance change. On est dans un décor beaucoup plus gris. Et c'est là qu'on va découvrir qui est véritablement Samantha. C'est une tueuse en série qui vient régulièrement en ville. Elle kidnappe quelqu'un au hasard, elle le tue, elle le découpe, et elle enterre ses morceaux dans la forêt. Et l'essentiel de son point de vue, c'est que elle pratique toujours ses meurtres en dehors de Woodbrook. Parce que ces pulsions meurtrières, elles doivent en aucun cas venir perturber le calme et la paix qui règne à Woodbrook. Et elle tire profit du chaos qui règne en ville pour assouvir ses pulsions meurtrières. Et puis ensuite, elle rentre chez elle, où elle retrouve son univers bien ordonné, où tout et tout le monde est à sa place. Et c'est ce point précis qui va constituer le véritable point de départ de cette histoire. Parce que clairement, mettre en scène des personnages mignons qui font des choses horribles, c'est pas le cœur de cette histoire. Ça, c'est plutôt I Hate Fairyland, qui d'ailleurs fait ça très bien. Mais là, on a une œuvre qui est vraiment très différente sur la forme comme sur le fond. Et la véritable histoire, elle va débuter précisément quand le chaos va prendre pied à Woodbrook. Et ce chaos que, précisément, Samantha a toujours pris soin de tenir à l'écart de la ville. Alors, je vais pas vous dire de quoi il s'agit exactement. Bon, en même temps, Ankama a réalisé une petite vidéo promo sur la série qui révèle l'événement en question. Un événement qui arrive à la toute fin du premier épisode. Donc, voilà, si vous voulez savoir comment ça va partir en sucette, allez faire un tour sur leur site ou sur leur chaîne YouTube. Mais en ce qui me concerne, moi, je vais plutôt m'arrêter avant. Ce que je peux dire quand même, c'est que à partir de là, Samantha, elle va devoir découvrir avant les autorités qui est responsable de ce chaos, tout simplement pour éviter que la police découvre ses propres agissements. Et dans le même temps, on va voir Woodbrook qui va sombrer dans la paranoïa et dans la peur, où tout à coup chacun se méfie de tout le monde et où on se sent plus en sécurité nulle part. Et ça donne un très bon récit. Alors qui nous oblige à adopter le point de vue d'un personnage qui est parfaitement horrible. Samantha, c'est une vraie psychopathe, mais on va l'accompagner jusqu'au bout de ce récit, et on va aussi, au passage, découvrir plus en détail les obsessions et les cauchemars qu'il habite en permanence. Donc forcément tout ça est très violent, très sanglant, et il arrive quand même souvent des choses atroces à des gens absolument charmants. Mais dans ce registre très noir, Beneath the Trees Where Nobody Sees, c'est une vraie réussite, et de mon point de vue, c'est la toute première très bonne surprise de l'année. Beneath the Seas, on recommence. Beneath the Trees Where Nobody Sees est donc paru chez Ankama dans une très belle édition avec dos toilé et impression en relief sur la couverture. Ça fait 160 pages au format 19 par 28 cm. C'est traduit par Margot Negroni et c'est vendu 19,95 €. Ce qui, franchement, vu la qualité du bouquin, ça me paraît tout à fait raisonnable. Et j'ai de moins en moins souvent l'occasion de dire ça. C'est tout pour mes achats de la semaine, et on va donc passer aux autres sorties de la semaine chez Panini, et je vais donc avoir besoin d'aller sur Marvel Unlimited pour parler de Blood Hunt.
Blood Hunt, c'est donc un gros event orchestré par Jed MacKay, qui est le scénariste actuel des Avengers, de Moon Knight et de Doctor Strange, et de X-Men dont on parlera tout à l'heure. Et Blood Hunt, c'est un event qui est centré sur une mini-série en 5 numéros, qui est écrite donc par MacKay, et dessinée par Pepe Larraz, avec tout un tas de tie-in autour. Et quand je dis tout un tas, vous allez voir que c'est vraiment tout un tas. Là, en fait, si je fais le total de tout ce qui est paru aux États-Unis, on arrive en tout à 55 numéros. Donc ça nous fait un total de largement plus de 1000 pages. Alors voilà, clairement, Panini, ils ont choisi de pas tout publier. Et très honnêtement, je pense qu'ils ont eu raison. En France, du coup, l'event va durer 3 mois, donc jusqu'en mars. Et ça va être principalement concentré sur le titre Blood Hunt, dans lequel on va trouver la mini-série éponyme, plus quelques-uns des tie-in, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Juste avant d'attaquer, je précise encore que Panini propose Blood Hunt en 2 formats. On a une version souple à 16€ et une version collector à 25€, mais qui, du coup, pour le prix, est accompagné d'un fascicule qui repropose les épisodes de la mini-série Blood Hunt, mais en version Red Band, donc avec une paire de pages en plus, ou bien certaines planches qui ont été modifiées pour avoir des scènes plus sanglantes que dans la version normale. Alors, j'ai pas vu cette édition en librairie. Bon, en même temps, je vais pas trop chercher non plus. J'ai vu que la chaîne Old School Comics avait prévu de présenter cette version, donc celle à 25 balles. Sauf que il l'a commandé sur la boutique de Panini et il a reçu la version souple à 16 balles. Chapeau les gars, vraiment très très pro. Bon, venons-en à l'histoire quand même, qui débute dans le Free Comic Book Day de 2024, qu'on retrouve donc dans l'édition française, par Jed MacKay et Sarah Pichelli, et qui pose quand même assez vite et assez bien le concept de Blood Hunt, c'est-à-dire que on découvre que tous les personnages qui tirent leur pouvoir de la dimension de la Dark Force, ils vont perdre brusquement le contrôle sur leur pouvoir, et la Dark Force va englober la planète entière et va la plonger dans une nuit perpétuelle. Et à partir de là, c'est buffet à volonté pour les vampires H24, et les héros vont faire ce qu'ils peuvent pour protéger les populations civiles. Et là, en gros, vous avez tout le pitch de Blood Hunt, et en gros même tout le concept de l'event. Ça va pas aller beaucoup au-delà de ça. Il y a des vampires partout, c'est le chaos, priez pour qu'il y ait un super-héros pas trop loin quand les vampires vont vous tomber dessus. Et ce court récit va se conclure en introduisant 2 personnages qui vont jouer un rôle important dans la suite du récit. D'une part, Brielle Brooks, qui est la fille de Blade, et puis, d'autre part, Dracula. Parce que, évidemment, tu peux pas avoir une telle histoire de vampire dans l'univers Marvel sans Dracula. Et ce qui est également posé à la fin de cette courte histoire, c'est que, visiblement, Dracula est pas à l'origine de ce qui se passe, et il semble même devoir se situer dans le camp de ceux qui vont lutter contre. Et alors, du coup, qui est à l'origine de tout ça ? La réponse, on l'aura à la fin du premier épisode de Blood Hunt, par Jed MacKay et Pepe Larraz. Et promis, je vais pas vous spoiler ça. Le premier épisode, en fait, il va être pas mal centré sur les Avengers, qui vont devoir faire face à des sortes de super vampires.
et qui vont quand même bien morfler. Donc, dans ce premier épisode, on va avoir droit à une grosse baston, mais voilà, concrètement, de toute façon, tout l'event n'est qu'une grosse baston entre humains et vampires pendant plus de 1000 pages, et voilà, cherchez pas plus loin, c'est du pur bourrin. Et finalement, c'est quand même assez à l'image de ce que fait Jed MacKay sur Avengers, du spectaculaire, du grand spectacle, et puis voilà. Alors, si c'est ce que vous recherchez, ça risque de vous plaire. Au moins la mini-série Blood Hunt, parce que c'est Pepe Larraz au dessin, et qu'il fait ça vraiment très bien. Après, sur les tie-in, côté artistique, c'est quand même beaucoup plus inégal. Il y a vraiment à boire et à manger. Ce qui est pas vraiment surprenant, parce que ça fait un moment que Marvel dispose plus d'un pool de dessinateurs suffisamment bon pour qu'on n'ait pas de gros écarts de qualité d'un titre à l'autre quand on propose une quinzaine de séries en parallèle. Sur la mini Blood Hunt proprement dite, on a donc les 2 premiers numéros dans le premier volume. Alors je fais l'impasse sur le deuxième, histoire de pas trop en dire et surtout de pas trop en montrer. Et puis, à côté de ça, on a donc quelques tie-in, à commencer par Doctor Strange, toujours écrit par Jed MacKay et dessiné par Pasquale Ferry. Alors, celui-ci, je vais rien vous en montrer, hormis la première page, parce que là, on est dans la suite directe du premier numéro de Blood Hunt, et ça reprend direct sur la révélation qui est faite à la fin de cet épisode. Alors, ce qui est un peu embêtant, c'est que là, c'est le numéro 15 de la série Doctor Strange, et que les 14 premiers numéros, pour l'instant, ils n'ont pas été publiés en France. Et puis aussi, l'intrigue principale qu'on va suivre dans ce numéro et dans les suivants, qui est quand même très en marge de l'event principal, ça met en scène un personnage et des événements qui ont eu lieu dans la mini-série Crypt of Shadows, par Al Ewing et Paul Davidson, qui est sorti fin 2023 aux États-Unis, mais qui n'a pas été traduite en France, et que en fait MacKay a réintroduit le personnage en question quelques épisodes plus tôt dans Doctor Strange, mais là aussi dans un épisode qui n'a pas été traduit. Et du coup, j'espère quand même que Panini a fait un boulot de présentation des événements en question dans la partie rédactionnelle du bouquin, parce que sinon, les lecteurs français, là, ils vont manquer de contexte pour comprendre cette histoire. On a ensuite le premier numéro de Dracula Blood Hunt, par Danny Lore et Vincenzo Caratu, dans lequel en fait on va retrouver Brielle Brooks et Dracula qu'on avait aperçu dans le Free Comic Book Day tout à l'heure. Alors là en fait il s'agit de développer davantage leur rencontre, sauf que comme cet épisode il a absolument rien d'autre à raconter, on s'ennuie quand même méchamment pendant les 3 premiers quarts du récit où il se passe absolument rien, à part Brielle qui traîne avec ses potes de la fac, et Dracula qui joue au grand méchant. Alors là, pour le coup, voilà, c'est pas la faute de Panini. Effectivement, c'est utile de publier cette série parce qu'elle va expliciter des éléments qui apparaissent de manière très abrupte dans la mini principale. Le problème, c'est juste que c'est pas bon. Pareil d'ailleurs pour Strange Academy, Blood Hunt de Daniel Roseholder, Luigi Zagaria et Eric Gabstour. Là, c'est des personnages qui vont tenir un rôle important dans la dernière partie du récit, mais leur mini-série, elle est pas bonne pour autant. Alors, j'aimais bien ce qu'avaient fait Scotty Young et Humberto Ramos avec cette série et ses personnages. C'était assez fun et ça fonctionnait plutôt bien. Là, par contre, ça traîne en longueur. Et une fois de plus, ça brasse quand même pas mal de vide, en attendant que les personnages soient en position de jouer le rôle qui leur a été confié dans cet event. Après le deuxième numéro de Blood Hunt, on a un extrait de Blood Hunters numéro 3, qui est une mini dont chaque numéro comporte plusieurs récits,
Et là, on a un récit qui met en scène Doom, Dr Fatalis donc. Et alors là, par contre, je comprends pas le choix de Panini de publier ce récit dans le premier numéro, parce que dans la chronologie des événements, ça se situe entre les numéros 4 et 5 de la mini principale, et il me semble que cette histoire, elle spoil quand même un élément majeur qu'on découvre que vers la toute fin de l'event. Alors, c'est pas quelque chose qui est totalement explicite, mais il y a quand même une case au moins qui devrait faire tiquer les lecteurs, qui du coup là devraient se dire tiens, d'où ça sort ça? Et donc ouais, il me semble que là c'était trop tôt dans l'event pour le publier dans ce premier numéro. Bon, là on a fait le tour des différents récits qui sont au sommaire de ce premier numéro. Franchement, je suis pas fan. Alors, j'ai lu tout l'event d'une traite il y a quelques semaines. Honnêtement, ça se lit, mais ça s'oublie presque aussi vite, quoi. Et concrètement, au bout du truc, ça va avoir un impact important sur le Doctor Strange, sur Moon Knight aussi, qui sont du coup 2 séries écrites par Jed MacKay. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et puis ça va aussi avoir un impact majeur sur Miles Morales, et donc sur la série écrite par Cody Ziegler. Et le pauvre, mais vraiment chez Marvel, ça fait quand même un moment qu'ils savent plus quoi faire avec le personnage, mais là vraiment c'est atterrant. Enfin bref, vous verrez ça. Mais avant ça, quelques mots sur l'autre titre de la semaine, estampillé Blood Hunt. C'est X-Men Blood Hunt, avec donc tous les différents tie-ins auxquels participent directement les mutants. Et on a donc au sommaire la mini-série en 4 numéros Wolverine Blood Hunt par Tom Waltz et Juan Roserip. Et qui dit Juan Roserip au dessin dit forcément sang et tripaille, même si quand il bosse chez Marvel, il est quand même beaucoup plus sage que par exemple à l'époque où il bossait chez Avatar. Mais donc ça donne du gros rouge qui tâche. Et vu que de toute façon il n'y a rien d'autre à attendre de Blood Hunt, effectivement, autant mettre les potards à fond et puis regarder Juan Roserip qui fait le spectacle. Et du coup, ça donne un truc qui est assez spectaculaire et violent, et au moins, de ce point de vue, on n'est pas déçu. Bon, ça renvoie aussi au tout début de la série Wolverine, période Krakoa, qui était écrite par Benjamin Percy, et si vous avez lu ces premiers épisodes, vous vous rappelez peut-être qu'il y était beaucoup question de vampires, et donc Tom Waltz va reprendre ici des éléments introduits par Benjamin Percy à l'époque, et puis surtout un personnage qu'on voit ici et qu'on va retrouver dans cette histoire. Et donc, encore une fois, si vous voulez du brutal, franchement c'est pas mal du tout. Et puis, à côté de ça, on a les 4 one-shots qui mènent chacun en scène un ou, en l'occurrence, plutôt une mutante différente. On a Jubilee par Preeti Shiber et Enid Balam. Jubilee qui a aussi connu, à une époque, sa période vampire, la pauvre. Et ici, on a plutôt un truc très générique où on désigne du vampire au kilomètre. On a Magic par Ashley Allen et Rezu Servas, qui, elle, fait la chasse aux vampires en Sibérie. Mais là encore, hormis le cadre où se situe l'action, là aussi ça donne un truc très générique. On a Psylocke par Steve Fox et Lin Yoshi. Alors là, par contre, on se retrouve au Japon. Et pour le coup, Steve Fox, il s'inspire du folklore local pour imaginer ses vampires. Et de ce point de vue, au moins, c'est un petit peu plus intéressant. Et ça donne des adversaires
plus originaux que dans les autres titres, et le tout dessiné dans un style qui tend davantage vers le manga que vers le comic book, même si, bon, le trait de Lin Yoshi, il manque quand même pas mal de personnalité. Et enfin, on a Laura Kinney, The Wolverine, par Stephanie Phillips et Robert Gill. Graphiquement, je trouve que c'est l'épisode le plus réussi des 4. Et puis, le scénario de Stephanie Phillips, même si, encore une fois, ça reste essentiellement tourné vers l'action, mais il y a un élément intéressant au centre du récit qui fait que ça fonctionne assez bien. Au total, ça nous fait un volume de 184 pages au format 17 par 26 cm. Je ne sais pas de qui est la traduction, par contre, je sais que c'est vendu 22 €. On n'a pas encore tout à fait fini avec Blood Hunt, puisque on va retrouver des tie-in au sommaire de Marvel Comics numéro 13. Et on a donc tout d'abord Avengers numéro 14 par Jed McKay et C.F. Villa. Alors c'est un récit qu'il vaut mieux lire après Blood Hunt numéro 1, et qui va mettre en scène une sorte d'équipe B des Avengers autour de Captain America. Alors, concrètement, si on lit Blood Hunt, cet épisode d'Avengers et les suivants, c'est une lecture tout à fait optionnelle, parce que les événements qui s'y passent se situent vraiment en marge du récit principal. Et puis, encore une fois, c'est du 100% action, mais du coup, plutôt joliment mis en scène par C.F. Villa. Et puis on a aussi Amazing Spider-Man numéro 49 par Zeb Wells et John Romita Jr. Alors c'est le seul épisode de la série régulière qui soit un tie-in à Blood Hunt. Les apparitions suivantes de Spider-Man, elles se font dans la mini-série Amazing Spider-Man Blood Hunt par Justina Ireland et Marcelo Ferreira, et que Panini publiera dans les 2 prochains numéros de Marvel Comics. Et je suis d'ailleurs un peu étonné que Panini n'ait pas publié un album à part pour ces épisodes, comme pour les titres X-Men, parce que quand même, a priori, les titres estampillés Spider-Man, ça continue à bien se vendre, donc ils auraient pu faire un album avec les épisodes de Spider-Man et de Miles Morales. Bon, non. Alors, pour en revenir très vite à cet épisode d'Amazing Spider-Man, là encore, on a une histoire qui est tout à fait anecdotique et en marge du récit principal. Donc là aussi, lecture tout à fait optionnelle pour suivre l'event. Je m'arrête ici pour Blood Hunt, et on va passer à l'autre gros événement de la semaine. C'est le lancement de la nouvelle série X-Men, la version donc post-Krakoa, mais Panini reste sur le même modèle de publication avec 2 numéros chaque mois qui réunissent l'essentiel, sinon la totalité, des séries mutantes. Et on va donc survoler rapidement les différentes séries au sommaire de ces 2 numéros. Et dans le premier numéro, on a l'intégralité de la mini-série X-Men Heir of Apocalypse par Steve Fox et Neto Diaz. Et en fait, c'est l'histoire d'Apocalypse qui cherche quelqu'un pour lui succéder. Et il va réunir 12 mutants, contre leur gré le plus souvent, et il va les faire participer à des épreuves qui devront les départager jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Alors, côté scénario, ça vole quand même pas bien haut, avec cette espèce de tournoi informel qui donne quand même un récit très linéaire. Et puis, effectivement, à la fin, on a un personnage qui va être choisi pour succéder à Apocalypse, et qui, pour le coup, va être totalement relooké et transformé. Et franchement, ça fait pas envie du tout. Alors, sur la mini-série, là,
le scénario est assez médiocre, le dessin est correct, mais sans plus. Enfin bref, pour commencer la série, on va dire que ça envoie pas du rêve. Et à côté de ça, on va aussi avoir les 2 premiers numéros de la nouvelle série X-Men par Jen McKay et Ryan Stegman. Alors c'est vrai que McKay, ça devient quand même le scénariste Marvel à qui on confie de plus en plus des séries phares. Après Avengers, maintenant les X-Men. Et franchement, jusqu'à présent, en tant que scénariste, on peut quand même pas dire qu'il ait fait des étincelles. Je sais que son Moon Knight a bonne presse, mais en ce qui me concerne, je trouve quand même la série très inégale. Et en plus, je trouve pas particulièrement aidé côté artistique. Ces Avengers, c'est spectaculaire, mais c'est quand même très creux. Doctor Strange, hormis les épisodes de Blood Hunt, j'ai pas encore lu. Et donc maintenant, on a les X-Men. Alors le point positif, c'est que ici, il bosse avec Ryan Stegman, qui fait plus ou moins son retour chez Marvel. Je dis plus ou moins parce que il était pas vraiment parti, mais on l'a plus vu comme artiste régulier sur une série Marvel, je crois, depuis 2021, et la conclusion du Venom de Donny Cates. Et entre-temps, il a plutôt développé des projets côté indé. Alors, il a dessiné le Vanish de Donny Cates qu'Urban a publié en France. Il a écrit The Missionary chez Distillery. Et il a coécrit The Schlub chez Image, qui sont du coup 2 séries qui ne sont pas traduites pour l'instant en France. Et là, sur ces 2 premiers tomes de X-Men, franchement, je le trouve plutôt en forme, le père Stegman. Ces planches, elles sont vraiment chouettes, elles sont dynamiques, et il force pas le côté caricatural de son trait, qui parfois me gêne un peu. Alors, côté scénario, chaque épisode, en fait, est une histoire complète, mais qui s'appuie sur un background commun que Jen McKay développe en tâche de fond. Et en gros, il est question de l'apparition de nouveaux mutants, mais il s'agit d'individus qui développent leur pouvoir à l'âge adulte, alors que normalement les pouvoirs mutants ils se révèlent à l'adolescence. Et il semble y avoir quelque chose d'organisé et de provoqué derrière tout ça. Et donc ça constitue la toile de fond de ces premiers épisodes. Alors, dans les faits, ça donne des bastons avec des adversaires assez génériques, et en particulier dans le 2e épisode où les X-Men font face à une invasion extraterrestre qui est quand même assez improbable. Honnêtement, c'est pas du tout désagréable à lire, en grande partie grâce à Stegman. McKay, je trouve qu'il gère plutôt bien les interactions entre les différents membres de son équipe. On sort pas du tout venant du récit de super-héros, mais franchement, pourquoi pas. L'autre titre X-Men qu'on trouve au sommaire de X-Men numéro 2, c'est Uncanny X-Men, par Gail Simone et David Marquez, avec en fait une équipe réduite de seulement 4 membres. Il y a Rogue, Gambit, Wolverine et Nightcrawler, et qui en fait forment pas vraiment une équipe formelle. C'est plutôt un regroupement de personnages qui s'interrogent ensemble sur la route qui sont susceptibles de suivre désormais. Et si on en croit l'intrigue principale de ce récit, la route en question, elle pourrait se situer en marge des chemins habituellement parcourus par les mutants, puisque on va les voir affronter un dragon aztèque, qui n'est pas vraiment le genre d'adversaire qu'on s'attend à rencontrer dans une série mutante. Mais dans le même temps, Gail Simone, elle lance des intrigues secondaires qui, elles, nous ramènent davantage en territoire mutant connu, avec une bande d'individus, visiblement, qui sont très peu fans de mutants, qui prennent possession de l'école de Charles Xavier. Et puis, de l'autre côté, on a des jeunes mutants qui, eux, fuient une menace inconnue. Et donc, du coup, c'est un peu difficile de se faire un avis sur ce seul premier épisode,
Mais en attendant, voilà, il y a déjà la prestation au dessin de David Marquez, qui est assez chouette. Et puis pour le reste, on verra un petit peu plus tard. Également au sommaire de X-Men numéro 2, on a X-Force numéro 1 par Geoffrey Thorne et Marcus To, alors qui reprend du coup l'idée de l'équipe qui opère en marge du reste du monde mutant, mais avec cette fois à sa tête Forge, et puis avec un guest qui vient s'ajouter à l'équipe en fonction de la mission, et en l'occurrence dans ce premier épisode, ce sera Deadpool. Alors, le côté guest, si c'est à chaque épisode comme ça, je trouve que ça fait un petit peu gimmick. Après, dans l'absolu, pourquoi pas. Ici, l'utilisation de Deadpool, je suis pas vraiment convaincu par ce qui lui arrive à la fin. Clairement, l'idée du point de vue du scénario, c'est de montrer Forge comme un salopard manipulateur qui, en gros, pour qui tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Alors, on peut d'ailleurs débattre du portrait qu'a choisi de faire Geoffrey Thorne du personnage de Forge. Pour le reste, encore une fois, je retiens davantage la prestation de Marcus To au dessin que celle de Geoffrey Thorne au scénario. On passe à X-Factor de Mark Russell et Bob Quinn. Et alors là, vraiment, en ce qui me concerne, c'est non. Ici, en fait, on a une équipe mutante qui met en scène sa propre popularité auprès de la population et qui se met en scène dans ses opérations. Et on obtient un truc qui, par beaucoup d'aspects, rappelle les X-Statix de Peter Milligan et Michael Red, mais la comparaison, elle se fait vraiment pas à l'avantage de ce X-Factor. Alors déjà parce que ce premier épisode, il reprend plein d'éléments d'intrigue du tout début de X-Statix, quand il s'appelait encore X-Force, et ça donne quand même une méchante impression de copier-coller niveau scénario. Et puis surtout, tous les membres de l'équipe sont brusquement devenus des crétins congénitaux. Tous. Et le côté, entre guillemets, comédie du titre, il consiste à faire des personnages en question des abrutis complets pour pouvoir ensuite les faire se comporter de la manière la plus débile possible. Et c'est censé être drôle. Et c'est vraiment la posture du scénariste qui se place au-dessus de ces personnages et qui dit au lecteur « Mais regardez-moi, c'est con !» Et vraiment, j'ai détesté ce premier épisode, et là j'ai même pas envie de lire la suite, je trouve ça affligeant. Et pour le coup, en plus, c'est pas le dessin de Bob Quinn qui va sauver le truc, parce que il va dans le même sens que le scénario de Mark Russell. Tous les personnages ont l'air d'être des imbéciles heureux qui passent leur temps à faire de grands sourires face caméra. Bref, je déconseille totalement ce X-Factor. Passons plutôt à Nyx de Jackson Lanzing, Colin Kelly et Francesco Mortarino. Même si, pour le coup, j'ai pas grand-chose à en dire sur ce premier numéro, qui aurait pu s'appeler Miss Marvel et ses amis, parce que c'est vraiment Kamala Khan qui est au centre de l'histoire. Et au passage, ça me fait penser que Panini, si je me gourre pas, ils ont fait l'impasse sur les 2 dernières mini-séries Miss Marvel qui étaient écrites par Iman Vellani, l'interprète du personnage sur petit et sur grand écran. Les mini, c'était Miss Marvel The New Mutants et Miss Marvel Mutant Menace. Alors je sais pas s'ils ont bien fait ou pas, je les ai pas lus. Là aussi, ça fait un moment que Marvel donne l'impression de plus trop savoir quoi faire avec ce personnage. Ses origines étaient liées aux Inhumains, désormais, non. Finalement, c'est une mutante, en attendant la prochaine idée qui leur passera par la tête. Et sur ce premier épisode, c'est un peu une histoire de jeune ingénu qui débarque dans la grande ville, qui se fait de nouveaux amis, qui découvre un nouveau quotidien. Et puis, dans les dernières pages,
on raccroche tout ça à une intrigue qui est davantage liée à l'univers mutant, et du coup, bon bah, encore un titre qui se lit, mais vraiment, si on doit faire un bilan global, il y a quand même pas grand-chose de très enthousiasmant dans toutes ces séries. Le dernier titre à évoquer, c'est Phoenix, de Stephanie Phillips et Alessandro Miracolo, qui lui est un titre qui se situe d'emblée largement en marge des autres titres, puisque Phoenix a quitté la Terre à destination des étoiles. Alors, bon, bah, ça renvoie explicitement à la période Dark Phoenix, et puis, déjà à l'époque, quand même, Chris Claremont, il rechignait jamais à envoyer ses mutants dans l'espace, et on a toute une partie de la mythologie des X-Men qui s'est construite dans les étoiles, les Starjammers, les Shi'ar. Donc, clairement, envoyer Phoenix dans l'espace, ça a du sens. Après, pour le coup, ça donne un premier épisode qui est vraiment à part du reste, où on va croiser Nova, et puis quelques vilains qui sont du coup totalement étrangers à l'univers des mutants. Et là, on est quasiment plus proche d'un spin-off de Guardians of the Galaxy que des X-Men. Mais, ceci dit, c'est pas du tout un mauvais épisode. Il est un poil confus dans sa construction, mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Et puis, Alessandro Miracolo, il m'a, lui, plutôt agréablement surpris. Alors, bilan de ces premiers épisodes, dans l'ensemble, hormis X-Factor et la mini Era of Apocalypse, que je mets vraiment à part, dans l'ensemble, c'est pas mauvais, mais c'est pas terriblement enthousiasmant non plus. Si on compare aux espoirs qu'a pu faire naître House of X, Power of Ten à ses débuts, là on est quand même très loin. Là c'est quand même plutôt un retour aux affaires ordinaires, rien de neuf sous le soleil mutant, et tout est rentré dans l'ordre. L'autre question qui se pose, c'est l'intérêt d'acheter ces séries dans ce format qui réunit plusieurs titres. À l'époque de Krakoa, ça avait du sens, puisque toutes les séries étaient quand même plus ou moins interconnectées. Désormais, chaque série est à nouveau indépendante. On peut parfaitement lire Uncanny X-Men sans lire X-Force, ou le contraire. Donc, à moins de faire partie des lecteurs qui veulent, par principe, lire toutes les séries mutantes, et j'ai l'impression quand même que ce genre de lecteur, il est en voie de disparition, sinon, il vaut peut-être mieux attendre que le ou les titres qui vous intéressent soient repris en deluxe, plutôt que de vous infliger des séries qui vous intéressent pas. Bon, on a fait le tour des sorties de la semaine. Il reste juste à signaler la sortie en kiosque du numéro 1 de Marvel Heroes, qui est un premier numéro consacré à Sam Wilson, avec toujours le même principe pour ce genre de revue. C'est des épisodes qui sont issus de différentes périodes qui donnent à voir l'évolution du personnage sur le temps long, mais du coup qui donnent à voir que des bouts d'histoire, souvent sans début et sans fin. Et puis sinon, les deux intégrales qui étaient prévues cette semaine, à savoir l'intégrale X-Men 1998-1999 et le tome 2 de l'intégrale Dazzler, ils ont été reportés au 22 janvier prochain. Donc, voilà, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.